journée de manifestation donc demain pour le 1er mai. On va prendre le temps d'en parler aussi évidemment ce soir dans la capitale à partir de 14 h. Cette manifestation partira de la place d'Italie direction place de la Nation. 2-3 infos pratiques. Tout d'abord, il est recommandé aux automobilistes d'éviter le secteur dès 10 h. Oui, mais vous faites... je vous vois faire un signe, Guillaume Fard. Ça tombe sous le sens, mais c'est toujours bien de le rappeler. Et sachez par exemple, si vous êtes stationné le long du parcours, eh bien, évidemment, vous pourrez être déplacé parce que ça fera l'objet de mesures de déplacement. Tout à fait. Bonsoir, Guillaume Fard. Bonsoir, Lise Darfay. Ravi de vous retrouver. Moi aussi. 100 000 à 150 000 participants aux manifestations de ce premier sont donc attendus dans toute la France, rassemblés sur 250 actions en des lieux différents. Sur le plan sécuritaire, que redoute-t-on, Guillaume Fard? Y a-t-il des craintes tout d'abord? Oui, il y a des craintes, notamment à Paris. Alors pas que à Paris, un petit peu à Nantes aussi, à Lyon, mais essentiellement à Paris, parce que les 1er mai, depuis au moins 2017, sont régulièrement émaillés de violence. Et cette année en particulier, les craintes portent sur le parcours, qui n'est pas le parcours le plus habituel pour un 1er mai, c'est-à-dire ce que vous avez décrit, place d'Italie, boulevard de l'Hôpital, place Valubert, on se rapproche de la Seine, on traverse la Seine et on termine la manifestation dans l'Est parisien. Ça s'est déjà vu, ça, mais c'était en 2018 et ça s'était pas extrêmement bien passé. C'est les images qu'il y a derrière vous. Oui. C'était l'année où le plus grand Black Bloc de l'histoire du maintien de l'ordre parisien s'était formé avec plus d'1 millier de personnes et ils avaient incendié un fast-food au niveau de la gare d'Austerlitz. Et donc, c'est un parcours qui présente ce risque-là. Donc, nécessairement, la préfecture de police de Paris regarde ça avec attention, mais toujours avec la réserve que rien n'est prévisible en maintien de l'ordre. C'est pas une science exacte. Donc, on vous dit, oui, il y a des personnes qui pourraient venir essayer de perturber, elles pourraient venir en partie de l'étranger, ça pourrait en partie être violent. Mais ça, en réalité, on ne le verra que demain après-midi. Donc, il faut prendre ses précautions et puis ensuite voir comment ça évolue en conduite. La présence d'éléments radicaux étrangers a aussi été évoquée. Oui. Ça, c'est une des particularités du défilé du 1er mai ou pas forcément? C'est une particularité des modes de mobilisation violents en marge de manifestations conventionnelles. Et ça, c'est une tendance qu'on observe depuis 2015-2016, où des personnes qui viennent pas pour exprimer un message de nature syndicale, qui viennent pour affronter violemment les forces de l'ordre, peuvent le faire en provenance de différents pays d'Europe. C'est pas la majorité du genre, c'est majoritairement des Français. Mais il est vrai, on citait 2018, cette même manifestation où s'était illustré un certain monsieur Benalla d'ailleurs à l'époque, il y avait déjà des personnes qui venaient de l'étranger, notamment d'Allemagne et de Belgique. Ouais. Et on suivra ça évidemment sur demain le plan sécuritaire avec vous toute la journée demain sur l'antenne de BFM TV. À la veille de ce 1er mai, nous avons le plaisir de recevoir Frédéric Souillot. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Souillot, secrétaire général évidemment de Force Ouvrière. Bienvenue sur ce plateau. Et bonsoir Charles Znati, vous êtes le président du MEDEF Paris, porte-parole du MEDEF. Bienvenue à vous sur ce plateau. Frédéric Souillot, vous serez demain en tête de cortège avec les autres syndicats tous unis? Alors pas tous, mais la seule fois où on a réussi à être tous unis, c'était pendant la réforme des retraites. Et là, il ne manquait aucune organisation syndicale. Et là, aujourd'hui, et les uns et les autres, on a repris notre mode de manifestation, rassemblement pour le 1er mai. Chacun dans son coin? Bah, pas chacun dans son coin, mais on va être 4 confédérations dans le carré de tête de cette manifestation. Ouais. L'intersyndicale, du coup, ça veut dire quoi? Ça existe encore? Mais bien évidemment que ça existe. Regardez, aujourd'hui, on vient de faire un courrier intersyndical au Premier ministre pour lui parler de l'IRES, l'Institut de recherche d'éducation sociale. Parce que on se parle, bien évidemment, tous les numéros 1. Et puis, il va y avoir un vrai conclave. Alors, on n'est pas tous dans l'ancien conclave ou le village retraite. Tout le monde n'est pas d'accord, oui, sur la méthode et la manière de fonctionner dans ce conclave. Mais sur le fond, on est tous d'accord, on porte les mêmes revendications. Et pourquoi vous n'arrivez pas à défiler tous ensemble au premier rang sous la même bannière demain? Peut-être que on a voulu... C'est une question d'ego? Non. Entre numéro 1? Mais non, c'est pas une histoire d'ego. Là, je vous vois bien arriver, Madame Chevrillon. Mais non, il n'y a pas d'histoire d'ego. Les travailleurs que nous représentons, il a fallu qu'on s'entende sur un mot d'ordre pour cette manifestation. Certains voulaient aller sur un mot d'ordre plutôt sociétal, pour d'autres des revendications syndicales, et c'était le cas de mon organisation. Les sujets sont nombreux pour vous. La revendication, ça doit être laquelle? La principale revendication de cette journée?
Le pain, la paix, la liberté. Le pain pour le pouvoir d'achat, la rémunération. Alors, je reprends juste un slogan de Léon Jouot, mais du Front populaire de 1936. Du pain parce que c'est avec notre paye qu'on remplit le frigo et qu'on arrive à nourrir notre famille. La paix, parce que quand on n'a pas la paix, ni la paix politique, ni la stabilité politique, eh bien, on perd des emplois, il y a des entreprises qui ferment, on a des gens au chômage. Et la liberté, c'est la liberté de manifester pour ce 1er mai, chacun sur ses idées. Charles Naty, le pain, la paix, la liberté. Ça vous inspire? C'est un beau slogan. Je crois que le 1er mai, c'est un moment important. Nous, au MEDEF, comme la plupart des organisations syndicales, on est attaché au dialogue social. Et c'est bien qu'il y ait une journée où on dit aux salariés des entreprises que les syndicats, c'est important. Et je trouve que, oui, le slogan est tout à fait respectable. Après, il y a d'autres sujets qui sont liés au fait que le code du travail, qui est dans sa conception un peu kafkaïenne, personnellement, il rend mes adhérents un petit peu inquiets parce qu'ils ne savent pas bien s'ils peuvent ouvrir, pas ouvrir, etc. Ça donne lieu à tout un tas de situations tout à fait pénibles. Voilà. Puis je crois qu'aujourd'hui, la façon dont les gens vivent évolue et certains ont envie de travailler le 1er mai. Mais maintenant, je trouve ça tout à fait respectable que des gens aient envie de manifester le fait que, oui, il y a un attachement aux syndicats. En fin de compte, on se rend compte aujourd'hui... Vous faites référence évidemment aux boulangers et aux fleuristes qui voudraient permettre à leurs salariés de travailler avec eux le 1er mai. Or, la loi l'interdit. Oui. Vous dites que c'est une aberration. Je dis qu'en 2025, on est confronté à un choix un peu difficile. En 2025, oui, j'ai parmi mes amis un entrepreneur qui a très bien réussi, qui a ouvert plusieurs boulangeries. Et cette année, parce que la première boulangerie qu'il a ouverte, il ne savait pas, il n'avait pas pris le temps de s'intéresser à ça, il ne savait pas qu'il ne pouvait pas ouvrir le 1er mai. Et je crois 8 ans plus tard, il a été convoqué au commissariat de police pour un interrogatoire. Alors, on peut se poser la question de pourquoi ça a pris 8 ans pour le convoquer. Mais en tout cas, il s'est vraiment senti très très mal de subir cette situation. Voilà, comme s'il était un malfaiteur, alors que c'est un chef d'entreprise, il a créé des emplois. Voilà. Frédéric Souillot, alors il y a deux choses dans l'histoire que vous nous racontez. Il y a le fait que, il ne s'est pas tenu au courant de la réglementation. Bon, ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est qu'il ne comprend pas qu'il ne puisse pas faire travailler ceux qui le souhaitent. Il y a beaucoup de gens qui sont interpellés par ça, et Frédéric Souillot, sur le fait que, à partir du moment où ça part du volontariat, on ne peut pas laisser les gens travailler, ceux qui le souhaitent, même un 1er mai. Alors le 1er mai, il a cette spécificité, c'est le seul jour férié français chômé. Tous les autres sont des jours fériés où quand on travaille, on a la possibilité de travailler sur la base du volontariat, ça dépend des conventions collectives ou des accords qui sont passés, mais le 1er mai, il est férié, chômé, on ne peut pas travailler. Alors, il y a des dérogations. Toute l'industrie qui travaille en feu continue 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Eh bien là, ce jour-là, les travailleurs qui sont dans le planning sont payés triple leur journée de travail et le jour férié chômé qui, lui, est payé double. Donc, c'est un marronnier tous les ans. Et puis, parce que là, il y a un pont, le 1er mai est un jeudi. Donc, tous les ans, on va se reposer la même question. Mais vous pouvez considérer que c'est un marronnier. On peut aussi se dire que si le sujet revient chaque année avec assistance, c'est peut-être qu'il faut faire évoluer quelque chose. Non ? Alors, évoluer... je ne sais pas ce qu'il faut faire évoluer sur le sujet. Dans tous les cas, si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, que les interlocuteurs sociaux dans la négociation collective, puisque les accords qui ont été trouvés, je vais prendre le cas d'une branche que je connais parfaitement, la sidérurgie. Alors, on ne va pas parler d'ArcelorMittal pour l'instant. On va en parler, on pourra en parler dans un instant. Oui. Eh bien là, on a trouvé des accords d'entreprise qui font que le 1er mai, comme nous sommes en feu continu, eh bien on a des accords et ça permet de travailler. Comme on permet de travailler dans la fonction publique, qu'elle soit d'État, territoriale ou hospitalière, on a trouvé des accords.
il y a des accords dans certaines branches. Hôtel, café, restaurant, tous les hôtels ne sont pas fermés, tous les restaurants ne sont pas fermés. Donc, on arrive à trouver des accords, mais ça s'appelle, c'est ce que je dis souvent, redonnons la place qui doit être la sienne à la négociation collective. Ouais, Le reste, des négociations c'est de au la cas par littérature, cas, le reste. sans changer la loi. Est-ce que tous les ingrédients sont réunis, Edwige Chevrillon, sur le plan social et économique pour une mobilisation de grande ampleur? J'ai envie de dire que je ne pense pas. Je ne pense pas, d'abord parce que vous l'avez dit, ça il faut être assez prosaïque. C'est un week-end de 4 jours, même si les enfants ont classe vendredi, mais enfin, ça doit forcément jouer un peu. Je pense que le fait qu'il n'y ait pas d'union syndicale, ça peut aussi jouer. Il faut regarder un défilé important qui, effectivement, va être celui de la CGT à Paris. Et puis aussi regarder notamment, on en parlait tout à l'heure, à Dunkerque pour ArcelorMittal, là où il y a des dossiers sociaux très importants, très explosifs, là il risque d'avoir des mobilisations fortes. Très important, c'est-à-dire que ArcelorMittal, la CGT d'ArcelorMittal veut faire de Dunkerque, je cite, la capitale de la colère sociale en ce 1er mai. Il faudra suivre attentivement la mobilisation et plus globalement, c'est vrai que la mobilisation en région sur ce genre de journée, Christophe Barbier, est souvent un bon indicateur aussi. Surtout dans ce contexte, pardon. Oui, surtout dans ce contexte. Il n'y a pas de dossier rouge en ce moment. Il n'y a pas une réforme des retraites ou une disposition législative ou un projet qui mobilise. Il y a beaucoup d'inquiétudes dans beaucoup de directions. Ça va des entreprises en péril jusqu'à ce fameux conclave qui se réunit en ce moment. Mais il n'y a pas vraiment un mot d'ordre et un chiffon rouge bien identifié. Donc la mobilisation sera intéressante sociologiquement. Est-ce qu'il y aura du monde? Quels seront les slogans? Dans quels endroits géographiques? La météo sera bonne, donc il n'y aura pas de handicap météo. Ça sera bien. Il sera aussi intéressant de voir ce que Guillaume expliquait tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce que la manifestation, l'esprit du 1er mai est détourné par des éléments factieux et violents? Est-ce qu'il faut rester, Monsieur Souillot, à l'égard des politiques, selon vous, à l'écart des politiques, puisqu'il y aura beaucoup de responsables politiques qui vont défiler demain dans la rue? Est-ce qu'il faut que les syndicats restent à l'écart des politiques? Ça tombe bien que vous m'ayez invité. Je suis la seule confédération qui n'appelle jamais à voter pour l'un ou contre l'autre. Si je me mets à faire de la politique, c'est plus l'ADN de Force ouvrière. On n'est pas la courroie de transmission de tel ou tel parti politique. Donc nous, demain, ce sera une manifestation avec des revendications. Le pain, la paix, pour le pain, la paix, la liberté, l'augmentation des salaires, notre protection sociale collective. On est à les 80 ans de la Sécu, mais c'est sans les partis politiques. Alors ils défileront derrière, je crois, ou comme on peut les voir parfois, ils ont des stands sur les côtés de la manifestation, mais ce serait une manifestation syndicale sans les partis politiques. La CGT, il y aura un slogan clairement contre Donald Trump, enfin contre ce qui se passe sur le plan international. Ah oui, c'est quand même assez inédit pour le coup, qui est un slogan de la CGT sur ce sujet-là. Sur le sujet sur un sujet international. Oui. Sur le risque politique pour l'exécutif. Il y a quand même, il y a 15 jours, on a eu cette grande conférence sur les finances publiques avec donc François Bayrou suivi de ses ministres en charge des questions économiques et de travail, disant on ne travaille pas assez, nous ne travaillons pas assez et on va donc faire travailler les Français davantage. Est-ce que ça peut pas être un des sujets quand même latents demain? C'est-à-dire que est-ce que parmi les humeurs des Français qui vont se retrouver dans la rue, il n'y a pas aussi l'idée de dire, en fait, non, nous, on considère qu'on travaille suffisamment. On a notre sondage, BFM TV, donc, et là, BFM TV qui montre que 66% des actifs estiment travailler suffisamment. Et ce suffisamment, il est majoritaire dans toutes les catégories socio-professionnelles. Est-ce que ça fait partie de ce que vous imaginez pouvoir circuler dans les rangs demain? Bien évidemment, demain, il y aura certainement cela comme slogan. Mais pour le coup, à Force ouvrière, moi, je suis d'accord avec François Bayrou. On ne travaille pas assez. Ben ouais. Quand je dis on ne travaille pas assez, notre taux d'emploi des 15-25 ans, et c'est le taux d'emploi de l'OCDE, c'est 36%. Et le taux d'emploi des 55-64 ans, il est en dessous de 60%, contrairement à nos voisins européens. Donc, c'est pas travailler plus quotidiennement ou travailler plus sur la longueur de la carrière. Redonnons du sens. Oui, vous prenez un petit bout seulement du propos de François Bayrou et du gouvernement. Allez au bout de votre démonstration. En quoi êtes-vous vraiment d'accord avec le Premier ministre? Quand on a 1 500 000 NEET,
c'est comme ça qu'on les appelle, ni en emploi, ni en formation, ni au travail, ces jeunes, comment est-ce qu'on redonne de l'attractivité? Comment est-ce qu'on arrive à les faire revenir? Il y a la Française des Jeux, mais autrement, c'est avec la paye qu'on remplit le frigo. Et vous considérez que les entreprises ne font pas assez précisément pour inciter ces jeunes à retourner, à aller sur le marché du travail? Vous avez un représentant du MEDEF en face de vous, c'est l'occasion rêvée de vous adresser à lui. Alors, regardez l'accord national interprofessionnel que nous avons signé sur l'emploi des seniors. Parce que et les uns et les autres, on a fait ce constat que les 55-64 ans, le taux d'emploi ne nous convenait pas. Ni aux uns ni aux autres. Mais dedans, dans cet accord, on a signé un accord qui va être transposé dans la loi au mois de juin. Et nous demandons la transposition comme elle est dans l'accord, pas que certains viennent remettre des choses ici ou là, parce que c'est ça l'équilibre de l'accord. Eh bien, dedans, on a signé une retraite progressive dès 60 ans pour faire que 50% de ceux qui liquident leur retraite aujourd'hui ne sont plus en emploi. Comment est-ce que demain on fait pour les ramener au travail? Comment est-ce que les employeurs... Il faut décaler l'âge de la retraite, du départ à la retraite. Parce que si vous le faites aller à 64 ans un peu plus tard, et ben, du coup, les entreprises auront tendance à vouloir les embaucher plus longtemps. Parce qu'il y aura une perspective. Eh bien, la preuve que non, puisque aujourd'hui, même avec la retraite qui était reculée à 64 ans, eh bien, on a encore 50% des gens qui liquident leur retraite qui ne sont plus en emploi. On a accepté, nous, organisations syndicales, le contrat de valorisation de l'expérience. Et ce qu'on attend, c'est la transposition dans la loi. On a signé en novembre 2024 en nous disant il faut faire une négociation rapide, flash, ou je ne sais plus comment on l'avait appelé. L'application de cet accord, quand il sera passé dans la loi en septembre, ce sera 1er septembre 2025. On aura presque paumé un an. Et pour tous ces gens qui sont ou à l'assurance chômage, ou à l'assurance maladie, en invalidité, 18 000 d'entre eux sont au RSA, pas par choix, parce que sinon ils n'ont plus de numéro de sécurité sociale. Eh bien, là, on a un vrai sujet. Rappelons les chiffres quand même de notre sondage. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que 70% des Français se disent satisfaits de leur vie professionnelle. C'est pas rien quand même, 70%. Mais on voit qu'ils sont donc une majorité, 56%, à estimer que l'on travaille suffisamment. Et parmi les priorités, Charles Naty, il y a la rémunération, évidemment, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et l'ambiance de travail. Est-ce que les entreprises font vraiment ce qu'il faut pour inciter les gens à travailler davantage? Non. Alors, je trouve que la question « les Français travaillent-ils assez ?» elle est particulièrement injuste. Parce qu'en réalité, c'est pas comme ça que ça se pose. La question est de savoir, y a-t-il suffisamment de travail pour les Français? Et en réalité, la question, c'est pas de faire plus d'heures par semaine ou par mois. La question, c'est de créer les conditions qui permettent à l'économie d'offrir plus d'opportunités aux gens pour travailler. Et comme le montre la question qui vient tout de suite derrière, c'est que la très grande majorité des gens sont plutôt satisfaits de ce qu'ils font. Ils ne se plaignent pas, ils sont contents. Oui, mais ce qui revient avec insistance à chaque fois, c'est le problème de rémunération. Mais là-dessus, on est tous d'accord. En fait, c'est évident que tout le monde est d'accord. Je ne connais pas un patron qui n'est pas content de pouvoir augmenter ses collaborateurs. Simplement, il faut qu'ils puissent. Donc la condition, c'est quand même que l'entreprise soit performante, qu'elle soit rentable. Et il me semble que ce qui est essentiel dans cette histoire, c'est que c'est le rôle du gouvernement, c'est le rôle de la puissance publique de créer les conditions pour que la prospérité de l'économie puisse progresser, puisse advenir tout simplement. Donc c'est pas la faute des entreprises, c'est la faute de l'État, Frédéric Souillot. On a signé l'année dernière, l'année d'avant, un accord national interpro sur le partage de la valeur. Absolument. Eh bien, le partage de la valeur, il faut qu'on arrive à le mettre en place et à le relancer. Et conditionnalité des aides publiques aux entreprises. Est-ce qu'on a trop donné aux entreprises? Évidemment. Évidemment. C'est pas ce qui a, du coup, développé l'économie. Ce que nous disons, bien évidemment, il faut... Pourquoi vous dites bien évidemment?
Non, je ne sais pas cette question. Qu'est-ce qu'il y a d'évident? Pourquoi trop? Oui. Pourquoi trop donner? Eh bien, parce que on a paupérisé les bas salaires avec l'allègement total de cotisation jusqu'à 1,6 SMIC. Et Il y a eu un les- effet de seuil, quoi. oui, Ouais, les entreprises ont embauché parce qu'elles avaient des besoins, pas parce qu'il y avait des allègements de cotisation. Et du coup, on a paupérisé toute cette partie des travailleurs. Donc, la solution, et il y a des rapports sérieux et pas par faits par des économistes atterrés, qui disent que le décalage de 1,6 à 1,4 SMIC, déjà, ça redonnerait 10 milliards à François Bayrou, et apparemment, il en cherche un peu partout. 40. Oui, il en cherche 40, Oui. mais... Pourvu que ça ne crée pas de chômage dans une période où le chômage repart. Mais pourquoi s'en créerait? Les emplois sont là parce qu'il y a un besoin. On n'embauche pas pour le plaisir d'embaucher. Non, mais une charge supplémentaire, c'est de la compétitivité en moins, c'est des marchés perdus, c'est la faillite. Oui. Pour C'est des la faillite. PME fragiles. Enfin, Je vais vite, hein, bien sûr. oui, ben, vous allez même très vite. Parce que c'est pas de concurrence déloyale. Là, on parle des droits de douane, de Donald Trump et ainsi de suite. Et des Et nous- Chinois. Et des Chinois. Oui, mais les Chinois, Oui. Non, on non. l'a vu pour Cognac et tout cela. Mais à partir du moment où on taxe d'un côté, je parle des droits de douane des uns ou des autres, ou qu'on essaie d'inonder le marché, eh bien, parlons de souveraineté, de patriotisme économique. Donc la TVA sociale. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Ah non, mais Non. je fais une déduction. Il essaie de deviner. C'est le patriotisme, Merci. c'est-à-dire une TVA qui punit ceux qui importent. C'est comment est-ce qu'on arrive à trouver des solutions pour qu'on ait de la souveraineté industrielle et du patriotisme économique. Quelle est la solution? Merci beaucoup Frédéric Souillot. Le mot de la fin pour vous, Charles Nati. Quelle est la solution? La solution, c'est qu'il y a des mesures courageuses qui doivent être prises par l'État pour changer son train de vie. En réalité, il y a beaucoup d'argent qui est lié au train de vie de l'État et les économies doivent commencer par là. Vous voyez, quand on parle de conditionnalité des aides, je dis, de toute façon, les aides sont associées à des conditions et en réalité, on sait très bien qu'elles viennent compenser un surcroît de réglementation, un surcroît de complexité qui fait que la vie des entreprises est Donc est la compliquée. suppression ou la fusion d'un tiers des agences de l'État, vous par exemple, vous dites oui, Oui, ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens, ça doit être fait avec discernement parce qu'on ne peut pas toutes les mettre dans le même panier. Ça serait tout à fait inapproprié. Mais oui, en effet, il y a des économies à faire au niveau de l'État. Il y a des économies substantielles. Si on regarde, et comparaison n'est pas raison, mais entre la part du budget que l'État consacre en France à son fonctionnement, et si on se compare à ce qui se passe aux Pays-Bas, on pourrait économiser, alors ça n'est qu'une comparaison, mais on pourrait économiser pas loin de 500 milliards. Pardon, mais 500 milliards, ça permettrait d'augmenter les salaires des infirmières, des policiers. Vous voyez, donc ça crée quand même... voilà. Et ça ne servirait pas qu'à ça. Une réaction, Edwige Chevrillon? Oui, non, là-dessus. c'est toute la question effectivement des aides qui sont versées aux entreprises, est-ce qu'elles sont justifiées ou pas? C'est un peu tout le débat. On en parlera certainement avec Alexis Corbière qui vient d'arriver. Qui est en train de réviser. Mais qui est en train de réviser ses notes et ses chiffres. Mais en même temps, on voit bien que c'est utile parce que lorsqu'on regarde le taux de prélèvement obligatoire des entreprises, on parle de ceux des ménages, mais les entreprises, elles battent aussi tous les records. Elles touchent. Pardon, excusez-moi. Et les impôts sont beaucoup trop importants pour elles. C'est ça, je voulais dire dans l'autre sens. Et donc, on voit bien qu'il y a un problème de ce point de vue-là, d'où les allègements de cotisations sociales qui sont donnés, alors que c'est pour compenser le coût du travail. Mais à la limite, il faudrait beaucoup plus simplifier. Mais là, on est dans une espèce d'engrenage où, effectivement, le montant des aides versées aux entreprises sont énormes. Mais c'est logique. C'est une manière de compenser les 35 heures, le coût du travail. Mais on arrive à un moment où il faut bien quand même parler de conditionnalité des aides.